Aujourd'hui, je vous parle de James Bowie, un nom qui résonne comme une légende. Un homme entre mythe et réalité, une figure incontournable de la frontière américaine. Il est bagarreur, il a été contrebandier, duelliste, et c'est un héros tragique de Fort Alamo. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire de la route du blues. Je suis Florent Mounier et je vous propose de me suivre dans un road trip. Un voyage à travers les États-Unis. C'est la mythique route du blues. J'ai commencé ce voyage il y a quelques mois désormais. Mon point de départ c'était Chicago. Mon arrivée est la Nouvelle-Orléans et j'y suis à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. Alors entre ces deux points légendaires, j'ai fait des rencontres, je ramène des histoires humaines, des histoires musicales. C'est donc la petite histoire de la route du blues, mon road trip avec vous et avec Sébastien Girard qui mixe chaque épisode de cette petite histoire. Sachez que sur les réseaux sociaux de la petite histoire, on vous laisse également quelques photos et vidéos de ce road trip. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir l'histoire de celui qui a inspiré son nom de scène à David Bowie. J'ai nommé James Bowie. James Bowie naît en 1796, nous sommes dans le Kentucky. Puis il va grandir en Louisiane, où je me trouve donc aujourd'hui pour cette petite histoire de la route du blues. Alors j'ai pas grand chose à vous raconter de l'enfance de James Bowie. On passe tout de suite donc à l'âge adulte. Bowie, c'est un malin très tôt. Et il comprend que ici, l'or ne se trouve pas sous terre, mais que l'or c'est la terre qu'il foule tous les jours. Alors Bowie, il se met à faire de la spéculation foncière. Il achète des terrains et il les revend. Ça, c'est son premier métier à James Bowie. Mais plus les années passent, plus Bowie se sent attiré par l'argent facile. Et en Louisiane, un homme peut faire fortune de différentes manières. Alors avec ses frères, ils vont se lancer dans la contrebande d'esclaves. Nous sommes en 1807 et les États-Unis interdisent la traite négrière. Alors le commerce clandestin explose et James, ainsi que ses frères, commencent à acheter des esclaves à un certain Jean Lafitte, célèbre flibustier et négrier français. Jean Lafitte est installé dans l'embouchure du Mississippi et le gars est connu parce qu'il a créé son propre royaume dans les marais et les bayous près de la Nouvelle-Orléans. Désormais, c'est ce Jean Lafitte qui contrôle l'embouchure du Mississippi et il a sous ses ordres plus de 1000 hommes. Mais on ne va pas parler de Jean Lafitte, ça sera dans une autre petite histoire. Là, on va revenir à notre personnage du jour. C'est donc James Bowie. Les frères Bowie achètent des esclaves à Jean Lafitte et ils les introduisent discrètement sur le territoire américain pour les revendre avec de faux papiers. Ça, c'est un trafic lucratif, mais dangereux. Alors jusque-là, James Bowie est un petit peu connu, mais il n'est pas encore la légende qu'il va devenir, la légende de Louisiane. La légende va naître un peu plus tard, en 1827, lors d'un duel. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais ce jour-là, Bowie est remonté. Il en veut au shérif local. Alors un combat va commencer entre les deux hommes. Et très vite, les balles se mettent à siffler. Bowie est touché. Une balle dans la hanche et une lame d'un poignard enfoncée dans sa chair. Alors Bowie chancelle, mais il ne tombe pas. Et c'est à ce moment qu'il sort de son pantalon une arme impressionnante, un long couteau aux manches en bois et à la lame affûtée comme un rasoir. Et c'est avec ce couteau qu'il va porter un coup au shérif, puis un deuxième. Et le combat va s'achever dans un bain de sang. Le shérif meurt et James Bowie, lui, s'en sort vivant, blessé mais vivant. Dès lors, son nom circule partout. Et son arme aussi. Tout le monde parle du couteau de James Bowie, qui va devenir mythique. Un couteau capable de trancher net, lame large, pointe acérée, ni trop court, ni trop long. Un outil de survie, une arme de combat, une efficacité qui fascine. Bon, ça c'est la légende du couteau Bowie. Mais si vous regardez sur Internet, vous allez trouver 1000 légendes autour de ce couteau Bowie. Bon, nous on poursuit l'histoire de la vie de James Bowie. Un Bowie qui, vous allez vite le voir, a la bougeotte. Un jour, James Bowie entend parler d'une mine d'argent perdue au Texas. Une légende raconte que cette mine, exploitée par les Espagnols, serait encore remplie de richesses. Alors Bowie décide de mener une expédition pour retrouver cette mine perdue.
Bon, malheureusement pour lui, l'expédition échoue. Mais un autre événement va le propulser à Bowie au rang de héros texan. Nous sommes en 1830 et James Bowie vient de s'installer au Texas. Il a épousé Ursula, la fille du vice-gouverneur américain. Bowie est donc devenu de fait un citoyen mexicain. Et il a tout pour réussir. Mais l'histoire va en décider autrement. En 1833, le choléra frappe la région. Et la femme de Bowie, qui est enceinte, elle part à Monclova, chez ses parents, histoire de se protéger de la maladie. Mais c'est une mauvaise décision parce que cette région va succomber à l'épidémie de choléra qui emporte tout le monde sur son passage. Ursula, leur enfant, la belle famille, tout le monde y passe. Bowie, lui, il est donc à quelques centaines de kilomètres de là et il survit. Et il n'apprendra d'ailleurs la nouvelle de la mort de sa famille que quelques semaines plus tard. Et cette tragédie, je peux vous dire qu'elle va le faire sombrer dans l'alcool. Alors l'année suivante, le Mexique change de politique. Antonio López de Santa Anna, le président, prend un virage autoritaire. Il abolit les lois foncières avantageuses pour les colons anglo-saxons. Et Bowie est ruiné. Alors il se retrouve dans le camp des insurgés, ceux qui en veulent désormais aux Mexicains. Et la tension monte. Nous sommes le 2 octobre 1835. Et la première bataille éclate. La bataille de Gonzales. Le Texas entre en révolution. Et Bowie prend les armes. Le 28 octobre de cette même année, à la bataille de Concepción, Bowie va devenir un véritable leader. Avec une poignée d'hommes, Bowie tient tête à 300 soldats mexicains. Les hommes de Bowie sont tenaces et ils finissent par gagner du terrain sur les Mexicains qui battent alors en retraite. Et ce jour-là, Bowie est vu comme, je cite, un leader né. C'est comme ça qu'on le décrit. On dit de lui qu'il n'est pas homme à gaspiller ses balles, ni à sacrifier inutilement des hommes. Non, c'est un vrai chef de clan. Cependant, c'est surtout son rôle dans la bataille de l'Alamo, quelques années plus tard, en 1836, qui va cimenter ce statut de héros pour Bowie. Le siège de Fort Alamo, près de San Antonio aux États-Unis, ça va être un événement majeur de la révolution texane. Nous sommes le 19 janvier 1836 et un vent de guerre souffle sur le Texas. James Bowie vient d'arriver à Fort Alamo avec 30 hommes. Et devant lui, une mission périlleuse, défendre cette place forte face aux troupes mexicaines du général Santa Anna. Des troupes qui marchent sur San Antonio avec une armée imposante. Sur place, 104 hommes attendent déjà dans le fort. Ils sont mal équipés, ils sont en sous-nombre. Quelques canons, des armes en quantité insuffisante et, surtout, bien trop peu de poudre. Le général Sam Houston, lui, il n'a pas d'illusion. Pour lui, le fort est indéfendable. Alors son ordre est clair, récupérer l'artillerie sur place, faire sauter Alamo et ne rien laisser à l'ennemi. Mais Bowie et puis son acolyte, James Neal, qui est le commandant du fort, vont faire un constat implacable. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas assez de bœufs pour transporter les canons. Donc, détruire Alamo est impossible. Alors, ils décident de rester au fort. Le 26 janvier, un vote est organisé pour savoir ce que sera l'avenir du fort Alamo. C'est donc une décision historique. Et résultat, on vote pour qu'Alamo tienne bon. L'avantage de James Bowie, c'est qu'il connaît bien les Mexicains, et pour cause. Je vous rappelle que sa défunte femme est issue de la haute société mexicaine. Donc, Bowie parle couramment l'espagnol. Et en plus de ça, il a des soutiens dans la population locale. Des soutiens qui vont lui fournir des informations précieuses sur l'avancée de l'armée mexicaine. Et c'est grâce à ces soutiens que Bowie va savoir très vite que Santa Anna est en train de se rapprocher du fort. Ouais, 4500 hommes sont en chemin. C'est pas rien. Alors Bowie écrit au gouvernement provisoire du Texas pour l'implorer de faire une livraison d'armes au fort. Sans quoi, le fort tombera rapidement aux mains de l'assaillant. « Nous avons besoin d'hommes, d'argent, de fusils et de poudre à canon. » Voilà ce qui est indiqué dans cette lettre.
Un message sans appel, un message lancé à destination du gouverneur Smith. Si Santa Anna s'empare du fort, plus rien ne l'arrêtera. Et nous, on préfère mourir dans ces fossés plutôt que de les abandonner à l'ennemi. Alors Bowie est entendu par le gouverneur Smith et le 3 février, un renfort de taille va arriver dans le fort. Davy Crockett lui-même et 30 Rangers du Tennessee. Mais le 11 février, un coup dur va frapper la garnison. James Neal doit quitter Alamo pour rejoindre sa famille qui est malade. Le commandement revient alors à William Travis. Travis, c'est un officier de l'armée régulière. Mais il y a un problème. Bowie, il est plus expérimenté que Travis. Il est plus populaire également au sein du fort que Travis. Et puis Bowie, surtout, il se considère lui-même comme étant supérieur à Travis. Et donc, il refuse catégoriquement d'obéir à Travis. Un vote est donc organisé pour savoir qui des deux hommes sera le grand chef du fort. Et le verdict est sans appel. Les hommes viennent de choisir James Bowie pour diriger le fort. Bowie va donc célébrer son élection par une beuverie géante, une beuverie mémorable qui va dégénérer en chaos dans San Antonio. Avec des prisonniers qui sont libérés, des citoyens qui sont agressés, c'est une catastrophe. Travis est écœuré d'ailleurs. Et pourtant, 2 jours plus tard, les deux hommes vont parvenir à trouver un compromis. Bowie commandera désormais les volontaires, tandis que Travis, lui, sera avec les soldats réguliers et la cavalerie. Le 23 février, les cloches de San Fernando sonnent l'alarme. Et ça y est, Santa Anna est arrivé aux portes du fort. Les forces texanes se replient en urgence vers Alamo. Bowie, lui, court rassembler des provisions ainsi qu'un troupeau de bétail. Mais il a aussi une autre priorité. Il pense à sa famille, enfin sa belle famille. Oui, car il est inquiet pour les proches de sa défunte femme, et notamment la cousine de sa femme, Juana Navarro Alsbury, et son bébé de 18 mois. Alors il invite Juana, avec son bébé, à se réfugier dans le fort. Quelques jours plus tard, mauvaise nouvelle pour James Bowie, il tombe malade. Un mal mystérieux. Il y a 2 médecins qui tentent de le soigner, mais en vain. Bowie est cloué au lit, il ne peut pas en sortir, il est fiévreux, incapable de se battre. Et il doit donc céder le commandement total à Travis. Dans les jours qui vont suivre, les défenseurs d'Alamo vont envoyer des appels à l'aide désespérés. Seuls 32 hommes supplémentaires vont parvenir à rejoindre le fort. Pas un de plus. C'est maigre par rapport aux 4500 hommes qui sont arrivés. Les 4500 hommes de Santa Anna. Le siège s'éternise. Et malgré son état, Bowie, il fait l'effort de ramper hors de son lit chaque jour, à midi, pour encourager ses camarades qui sont sur le front. Puis vient la nuit du 5 au 6 mars. Cette nuit-là, les tambours mexicains résonnent. L'attaque est imminente, et tous le savent, il n'y aura pas de survivants. Une légende raconte que, dans ces dernières heures tragiques, Travis aurait tracé une ligne sur le sol, dans la poussière. Travis aurait tracé cette ligne en demandant à ceux qui étaient prêts à mourir de franchir la ligne. Et on aurait vu Bowie, trop faible pour se lever, demander à être porté de l'autre côté de la ligne pour exprimer le fait qu'il voulait mourir en héros. À l'aube du 6 mars, l'assaut final commence. Et en quelques heures à peine, tout est fini. Une boucherie, je vous dis, Alamo est tombée. Et Bowie, lui, il va être retrouvé mort, appuyé contre le mur de sa chambre, ses pistolets vides, son légendaire couteau ensanglanté à la main. Alors ce couteau de James Bowie, il est devenu synonyme d'aventure et de danger. Et dans le monde du cinéma, il y a des personnages emblématiques tels que Zorro et même des cow-boys au grand cœur qui ont souvent été représentés avec le couteau Bowie. Aujourd'hui, le couteau de Bowie est bien plus qu'un simple couteau. C'est un objet de collection, un symbole de l'esprit pionnier américain et un témoignage d'une époque révolue. Et les couteliers continuent de fabriquer des répliques et des variantes de ce couteau emblématique, souvent en utilisant des techniques artisanales traditionnelles.
Il y a des musées et des expositions qui sont consacrées à l'histoire de l'Ouest américain et qui mettent en lumière ce couteau, lui conférant une place de choix dans l'histoire culturelle des États-Unis. Le couteau de Bowie, c'est également désormais un symbole de l'American Way of Life, un objet qui évoque la liberté, l'aventure et l'esprit d'entreprise. Voilà pour cette histoire fascinante sur James Bowie, à ne pas confondre avec David Bowie, et donc avec le couteau de Bowie. Je suis Florent Mounier, j'ai été ravi de partager cette histoire avec vous. Merci d'avoir écouté la petite histoire de la route du blues. Restez à l'écoute pour le prochain épisode. On continuera notre voyage à travers l'histoire et la musique ici aux États-Unis. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux de la petite histoire pour aller découvrir des photos et des vidéos de ce road trip. Et puis n'hésitez pas aussi à nous laisser des messages sur l'application Spotify. Salut, à très vite. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.